Nous poursuivons avec la séquence Territoire Uni. Pour participer à cet échange, je vous présente Monsieur Renaud Muselier, président délégué de Région de France, Monsieur François Sauvadet, président de l'Assemblée des départements de France, et Monsieur André Léniel, premier vice-président délégué de l'Association des maires de France. Alors, messieurs, peut-être la première question, et peut-être dans le prolongement de ce qui vient d'être dit, c'est finalement quels enseignements, un an après, tirez-vous de cette crise Covid? Monsieur Muselier. La parole de l'État a été défaillante pendant la première partie, ce qui a donné une très grosse suspicion sur l'engagement du ministère de la Santé en ce qui concerne les soins, la qualité des traitements et la parole publique. 2, une capacité d'adaptation très forte des régions dans un premier temps, et bien sûr des départements et des mairies au fil du temps pour fournir l'essentiel, notamment au début, c'est-à-dire un message permettant à nos concitoyens de reprendre confiance dans la parole publique. Ça a commencé tout simplement par avoir des masques, puis après tout le matériel qui était nécessaire. Puis une évolution qui fait en sorte qu'au fil de l'eau, avec la vague 1, la vague 2, la vague 3, on a tous appris, tous progressé collectivement, et que nous avons pesé dès le début de l'année pour organiser, et ceci contre l'avis du gouvernement, tout ce qui concerne les vaccinodromes, les vaccinobus, les centres de traitement, alors qu'on nous avait expliqué que ce n'était pas la bonne solution. Ce qui veut dire que si on doit en tirer une conclusion immédiate, c'est que, en ce qui concerne la gestion de la crise, le ministère de la Santé, auto-centré, n'a pas voulu travailler avec le ministère de l'Intérieur dans le cadre de l'organisation des soins et des difficultés sur l'ensemble du territoire, conformément au travail et à l'habitude que sait faire le ministère de l'Intérieur dans le cadre des crises. Parallèlement à ça, il n'a jamais voulu s'appuyer sur la logistique classique et traditionnelle, notamment du ministère de la Défense, pendant que nous essayons d'organiser au plus près de nos concitoyens, de nos zones d'action, une capacité de travail avec nos ARS quand ça fonctionnait ou que ça ne fonctionnait pas. Et on a bien vu que là où il y avait des ARS souples et mobiles, qui, respectueux quand même bien sûr de leur ministère, voulaient travailler avec les régions. Nous avions trouvé des solutions, et les endroits où nous n'avions pas d'ARS souple, le public ne travaillait pas avec le privé, qui ne travaillait pas avec le reste. Donc on se retrouvait dans une situation un peu complexe. La réalité, c'est que cette hyper-rigidité de l'État dans ces moments de crise a montré une très grosse difficulté d'adaptation, pendant que nous avons montré une capacité d'adaptation sortant de notre domaine de compétences pour être au plus proche des soins dans cette opération. Ce qui veut dire que pour la suite, en ce qui concerne la santé, mais je reprends ce qu'a dit le président Barouin ce matin, nous, à Territoires Unis, puisque nous avons fabriqué Territoires Unis à Marseille avec les 3 présidents à l'époque, qui étaient Hervé Morin, François Barouin et Dominique Bussereau, à Marseille avec le président Larcher. Aujourd'hui, j'étais président des régions de France, maintenant c'est Carole Delga, et il faut que Territoires Unis continue à fonctionner pour cette solidarité ensemble, pour faire vivre nos territoires. Donc en conclusion, par rapport à cette crise, pour essayer d'être le plus synthétique possible, et en tout cas jamais caricatural, nous avons une capacité d'adaptation, et en ce qui concerne l'ARS, nous demandons une coprésidence de l'ARS pour faire en sorte qu'avec l'État, on ventile sur l'ensemble de nos régions une capacité d'action. Et ceci avec les départements pour tout le volet social, comme l'a rappelé M. Barouin, et avec les maires pour les hôpitaux des communes. Voilà la première piste de réflexion que l'on peut avoir au lendemain de cette crise. Monsieur Sauvadet, au niveau des départements. Oui, d'abord, c'est une crise d'une ampleur exceptionnelle. Enfin, on n'avait jamais connu ça, donc on peut comprendre que dans les premiers temps, la façon d'y répondre avec les inconnus scientifiques, ça a été extraordinairement compliqué. Maintenant, moi je pense que cette crise est un formidable révélateur d'un fonctionnement qui doit être revu en profondeur. D'abord, qu'est-ce qu'on a observé? C'est une véritable verticalité de la prise de décision sans qu'il y ait de partage de prise de décision sur la mise en œuvre des mesures concrètes. Résultat des courses, il ne fallait pas de masques, d'un seul coup il fallait des masques, et puis tout le monde s'est mis à acheter des masques, regardant, l'État faisant des réquisitions au bord des tarmacs, enfin on était dans une situation invraisemblable. Tout cela parce qu'il n'y a pas eu de partage de la décision, en tout cas, si ce n'est de la décision qui relève de l'État, de partage de la mise en œuvre de la décision. C'est ça le formidable révélateur que ça a été. La deuxième chose, c'est que, et ça je veux le dire aussi en positif, c'est que nous avons démontré, vous savez, il y avait tout ce débat permanent, monsieur le vice-président, président délégué d'ailleurs de l'Association des maires de France, on avait ce débat permanent, moi j'apparaissais comme un ringard parce que j'étais le député pendant 25 ans d'une circonscription qui faisait 344 communes. Alors on avait trop de communes en France, ça c'était le débat du temps.
Et puis d'un seul coup, on a eu la crise des gilets jaunes. Et au plus haut niveau de l'État, on s'est dit, mais attendez, où sont nos gilets jaunes? Il faudrait peut-être qu'on se voit pour savoir comment on va répondre à cette problématique sociétale et sociale qui s'exprimait lourdement par la violence dans la rue. Cette violence, elle existe encore. Elle est mise sous cloche par les aspects de la pandémie. Donc moi je dis, il faut vraiment qu'on tire les leçons. Il y a eu des dysfonctionnements lourds. Je le dis devant vous tous, on n'est pas simplement responsable du social. On a des établissements médico-sociaux en charge, en co-tutelle. Rendez-vous compte que dans les premiers temps, je le dis sans critique excessive, mais d'incompréhension, on refusait de me donner l'état des nombres de décès dans les EHPAD dont nous avons la co-tutelle des départements de France. Or, cette connaissance, elle nous aurait permis d'alerter la population aux environs et d'aborder la question de la pandémie avec une territorialisation de la réponse. La reconnaissance de la diversité, M. Morin en parlait tout à l'heure, Edgar Morin, la reconnaissance de la diversité, c'est une grande chance donnée à notre pays de répondre concrètement aux difficultés qu'on peut rencontrer, qu'elles soient sociales, sociétales ou de santé ou de pandémie. C'est ça la question de fond. Alors moi, Carole Delga, je vais faire une proposition également au président du Sénat. Nous avons fait Territoires Unis dans des circonstances qui étaient quand même... une vision de la France qui était devenue complètement incompréhensible par tous les acteurs locaux et même par les Français eux-mêmes. Même par les Français eux-mêmes. Parce qu'il ne faudrait pas penser que quand on est réunis en congrès, on défend nos intérêts de boutique. Moi, je parle des départements parce que je pense que les départements sont une chance pour la France. Je parle des régions parce que les régions sont une chance pour la France. Je parle des communes, des 36 000 communes. Les 36 000 communes sont une chance pour la France. Simplement, il faut qu'on tire les leçons des dysfonctionnements qu'on a rencontrés, cette vision verticale, encore récemment. Écoutez, vous êtes responsable du lycée, je suis responsable des collèges dans mon département. Bon, pour la vaccination des jeunes, c'est tout juste si je n'ai pas découvert dans le journal les conditions dans lesquelles on allait les vacciner. Enfin, il y a un moment donné, il faut se faire confiance. Moi, je fais une proposition. Avec Territoires Unis, nous allons travailler à identifier tous les dysfonctionnements qu'on a pu enregistrer. Regardez même les conditions dans lesquelles nous pouvons même mieux travailler ensemble sur des compétences en lisière, mieux travailler ensemble, même d'une manière générale. Et donc à partir de cela, en constatant peut-être nos divergences d'approche, elles peuvent exister entre départements, communes, intercommunalités, se dire qu'est-ce qui nous rassemble pour faire en sorte que la France fonctionne mieux. Et ça, on ne va pas attendre que ce soit l'État qui fasse la distribution des prix, des compétences qu'on serait en mesure d'exprimer. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on ait une vision partagée pour un projet commun à l'aune des présidentielles pour dire ensemble, territoire de France, communes, départements, régions, voilà le chemin que nous voulons pour notre pays, pour que nous fonctionnions mieux en France et que nos concitoyens ne soient pas dans la désespérance de se dire que quoi qu'ils votent, ils ont le sentiment que ça ne change rien ou un sentiment d'impuissance. Voilà le chemin que je propose. Eh bien, je l'ai proposé, je vais vous faire une confidence, après en avoir parlé à Carole Delga. Donc, je ne prenais pas un grand risque sur la réponse de la proposition de travailler à Territoires Unis pour qu'on se mette non pas simplement, et on l'a fait, et on a eu raison avec le président Larcher, pour dénoncer les errements d'une mise sous tutelle insupportable de nos collectivités, mais nous devons aujourd'hui ne pas nous satisfaire des mécontentements. Notre responsabilité, c'est de répondre aux défis du pays. Et ce défi, il a été accéléré par les mutations profondes et les interrogations profondes qu'a suscité la pandémie. Voilà le chemin qui est devant nous. Nous devons prendre nos responsabilités ensemble et les difficultés, les aborder et se mettre d'accord pour dire à l'État, voilà notre chemin pour la France, Monsieur le Président du Sénat. Monsieur Léniel, sur les enseignements et puis peut-être plus généralement sur la considération de la démocratie locale, votre sentiment ? D'abord, je voudrais dire le plaisir qui est le mien à être ici dans le cadre de Territoires Unis. Nous avons lancé, Renaud Muselier l'a rappelé, à Marseille il y a 3 ans, c'est cela, Renaud. Territoires Unis sous le haut patronage du président du Sénat. Nous l'avons fait parce que nous considérions que l'hypercentralisation, que les reculs massifs de décentralisation nécessitaient que nous soyons unis. Et c'est si les collectivités territoriales de notre pays sont capables d'être unies que nous sommes capables de peser sur l'avenir de la France. C'est donc important que nous continuions à affirmer que Territoires Unis est un élément essentiel de la démocratie locale dans notre pays. Sur la crise elle-même, malheureusement, la crise
la manière dont elle a été gérée, a donné totalement raison à la création de territoires unis. Qu'est-ce que nous dénoncions? L'hypercentralisation. Qu'est-ce que nous avons constaté dans cette crise? Une hypercentralisation. Une hypercentralisation qui souvent était là pour masquer les impossibilités de la part de l'État de faire face à la situation. Depuis maintenant quelques années, nous sommes presque en crise permanente. On rappelait la crise des gilets jaunes, il y a eu quelques autres crises sociales, et puis la crise sanitaire. Mais la crise sanitaire, elle s'accompagne d'autres crises. Aujourd'hui, elle est continuée par une crise économique. Et dans beaucoup de nos territoires, nous avons été frappés de plein fouet par cette crise économique. Et c'est donc quelque chose qui maintenant va engager une troisième crise que nous commençons à ressentir, et bien entendu dans les départements qui sont en première ligne, c'est-à-dire la crise sociale. C'est à cela qu'il faut que nous soyons capables les uns et les autres de répondre et de le faire collectivement, chacun dans le cadre de ses responsabilités. Donc, le premier enseignement de cette crise, c'est, pour reprendre une formule qu'on a travaillée, François Baroin et moi, l'État a fait ce qu'il a pu. Mais les collectivités locales ont fait tout ce qu'il n'a pas pu, et ça a été beaucoup plus immense que ce qui a été possible. Et heureusement qu'il y a eu les collectivités locales pour le faire. Mais avec des aberrations, j'en citerai une, l'affaire des masques. C'est caricatural. Ceux qui ont été les plus rapides pour acquérir des masques, pour les mettre à disposition, et souvent à disposition de services de l'État. Je pense à tout ce qui est la santé. Dans les premières semaines de la crise, les acteurs de la santé n'avaient pas de masques. Et ce sont souvent nos collectivités territoriales qui leur ont fourni de quoi se protéger, de quoi travailler en sécurité. Eh bien, ceux qui ont été les plus rapides, ceux-là n'ont en aucun cas été compensés par l'État, puisqu'arbitrairement, on a fixé à la date d'un discours présidentiel la date qui faisait foi pour l'acquisition des 10 masques. C'est la caricature même de l'hypercentralisation, pour ne pas dire de l'hyperprésidentialisation. C'est ça la réalité. Et je crois qu'il faut que nous en prenions compte. Aujourd'hui, je ne pense pas que des enseignements étaient véritablement tirés. Il y a eu ce qu'on a appelé le Ségur de la santé. Ségur de la santé, c'était bien entendu tous les métiers de la santé, et ça allait de soi. Mais était-il raisonnable de faire le Ségur de la santé sans que nos collectivités territoriales soient associées? Le Ségur de la santé s'est fait sans les collectivités territoriales, pour la quasi-totalité, alors que c'est nous qui étions en première ligne, non pas de soignants, bien entendu, c'était d'abord eux, mais en tout cas de l'organisation, de la mise en œuvre des politiques qui étaient indispensables sur le terrain. Je crois qu'à travers ces signaux, il est plus que jamais fait la démonstration, ou plutôt une double démonstration. C'est que l'État est essentiel. Et jamais on n'a eu autant recours à l'État que dans cette période. Et pour certains sujets, ça a été tout à fait positif. Mais qu'en même temps, la proximité, la décentralisation, les libertés locales, sans elles, rien n'est possible dans notre pays. Et aujourd'hui, malheureusement, nous continuons à nous heurter, j'allais dire, à une culture de l'État qui n'a pas admis cette nuit du 4 août que furent les lois de décentralisation de 1982. Et puis, malheureusement, un gouvernement, un président qui, n'ayant pas forcément l'expérience des collectivités territoriales, n'ont toujours pas compris que c'étaient des partenaires, que ce n'étaient pas des adversaires, qui n'ont pas compris que c'est dans le dialogue avec les collectivités territoriales qu'on peut tirer la France vers le haut, que les collectivités territoriales, ce ne sont pas des dépensiers, contrairement à ce qui a souvent été dit, que ce ne sont pas des gens qui ne s'intéressent qu'à la construction de ronds-points. Non, ce sont ceux qui sont auprès de nos concitoyens, ceux qui chaque jour sont en proximité. J'entendais tout à l'heure avec admiration Edgar Morin nous parler de ces oasis de fraternité. Eh bien moi, je vais vous dire du fond du cœur, il y en a déjà des milliers, des dizaines de milliers de ces oasis de fraternité. Ça s'appelle les communes, et d'abord les plus petites de notre pays. Très bien. C'était la question du constat. Et maintenant, en cette année d'élection présidentielle, vous, en tant que territoire uni, quelles sont vos attentes, quelles sont vos recommandations, quels sont vos souhaits à l'égard de la prochaine chef d'État? Déjà, on va avoir la loi qui est en travail au Sénat
qui est le fruit quand même du travail qui a été fait par Territoires Unis et des sénateurs pour ce qu'on appelle, ce qui a été appelé en son temps les 3D, décentralisation, déconcentration, et j'avais répondu d'ailleurs à l'époque au Sénat, lorsque nous avions fait nos vœux, et on va faire les 3C d'abord, la confiance, la clarification et compétence. Aujourd'hui, c'est en train d'être écrit, où on doit retrouver un certain nombre de choses. Pour ma part, et je fais parfaitement confiance au président du Sénat, puisqu'on a travaillé tous les trois dans le cadre de Territoires Unis pour avancer sur ce texte de loi qui clarifie effectivement un certain nombre de choses. Pour ma part, moi, on va le ramener dans le débat politique et public, dans la mesure où on a des présidentielles qui vont poser peut-être à un moment ou un autre les débats de fond en ce qui concerne les collectivités territoriales et l'organisation structurelle de notre pays. Moi, je reviendrai en disant attention, nous avons des fonds européens à disposition, l'État nous les pique systématiquement partout, alors que nous avons la capacité de les consommer au niveau régional et de les ventiler sur nos propres territoires. Deuxièmement, il y a tout le volet de l'économie, et l'économie, on a bien vu qu'avec l'État, on a pu dans cette crise travailler de façon conséquente pour éviter les désastres économiques sur nos territoires. À la différence près, c'est que si l'État a beaucoup abondé, nous sommes allés à notre niveau sans endetter nos collectivités, puisque nous ne pouvons pas présenter un budget déficitaire. Dans le cadre de l'économie, et là c'est un débat qu'on a souvent entre nous, je pense qu'on reste dans le cadre de la loi NOTRe, avec le démarche qui est la compétence économique, reste aux régions, avec une ventilation sur des domaines bien particuliers, comme nous en avons parlé avec le président Larcher, sur les autres collectivités. Il y a tout le volet emploi. Le volet emploi, quand on parle économie, on va avec l'emploi, il est absolument indispensable que le volet emploi soit rattaché aux régions, de façon à ce que sur le bassin d'emploi, on puisse avancer de façon cohérente. Il y a tout le volet environnemental. Sur le volet environnemental, il y a des grands outils de l'État qui sont, à mon avis, peu performants pour l'État central, d'ailleurs, parce que il tient la couverture à eux sans dire merci à l'État, alors que c'est de l'argent de l'État, c'est l'ADEME et les agences de l'eau, qui peuvent très bien être reventilées et réaffectées sur les régions, dont c'est la compétence essentielle pour arriver à traiter au mieux ce dispositif. Et puis il y a tout le volet de la santé auquel les Français sont particulièrement attachés, et on revient sur ce que je disais par rapport à l'ARS tout à l'heure, avec cette coprésidence, et sur le médico-social, tu as raison. Alors, je disais que le social, il y a une erreur d'expression de la part, et donc il est absolument indispensable que dans le cadre de nos responsabilités, dans chacun de nos territoires, bien sûr les régions, puisqu'on est au Congrès des régions de France, bien sûr dans le cadre de Territoires Unis, on pose les choses sur la table pour enfin amorcer peut-être une esquisse de programme des candidats qui, globalement, à quelques exceptions près, n'en parlent jamais. Donc je veux bien qu'on aborde les présidentielles sans aborder les sujets de fond sur le fonctionnement de notre pays avec des propositions structurantes réelles, mais il y a bien un moment, il faut quand même aller sur l'essentiel de notre vie quotidienne et notre organisation territoriale, et c'est la vie de nos concitoyens. Donc le poser dans le débat public au niveau de la candidature des différents candidats pour justement, on voit bien la difficulté des formations politiques aujourd'hui, dont la plupart appartenant à une formation politique, mais qui ne sont pas représentatives de l'opinion publique, avec un rejet de ces familles politiques. Et donc il est indispensable de rappeler ce que nous faisons, et on le voit bien dans le sondage qui nous a été présenté ce matin par M. Dabi, que les gens nous font plus confiance à nous qu'à l'État, hein, déjà. Et si nous avons tous été réélus dans nos régions, en métropole en tout cas, c'est peut-être que nous avons été au plus proche de nos concitoyens, et que même s'il n'y a pas eu beaucoup de votes, ceux qui ont voté ont été reconnaissants à leur président de région. Donc intégrons notre volonté et nos demandes dans le débat présidentiel auprès des candidats pour qu'ils se positionnent de façon claire et précise. Monsieur Sauvadet, peut-être de manière un peu plus réduite, si ça vous est possible. Il va pouvoir s'exprimer là. Justement, c'est pour que M. Vignier le puisse également. Quelques réflexions quand même, parce que d'abord, je ne vais pas me contenter comme président du département de France d'attendre ce que va me dire le futur candidat président. Je crois que je l'ai déjà indiqué tout à l'heure, il faut que nous-mêmes nous disions, mairie, maire, commune, association, etc. Le constat, on le fait tous, hein. Il y a une désespérance du peuple aujourd'hui, qui s'est traduite et qui est très inquiétante, parce que même pour les élections locales, ce qui était celle pour lesquelles nos compatriotes se mobilisaient le plus, ils ont le sentiment que quoi qu'ils votent, ça ne change rien dans leur vie.
Alors moi, je souhaite que vraiment on tire la leçon de cette lame de fond de désespérance et de cette lame de fond d'inquiétude. En plus, on est dans un monde très anxiogène. Enfin, même l'idée de réforme, quand même, elle paraît aujourd'hui insupportable. C'est-à-dire, ne changeons rien alors que tout le monde change autour de nous. Donc l'idée, moi je crois qu'il faut déjà qu'on se montre rassurant pour dire qu'on a bien compris le message qui nous est adressé, chacun dans nos collectivités. Ce message, nous devons l'adresser, ce message du peuple, à Paris. Ça veut dire que je revendique une capacité à agir. Moi, je reçois aujourd'hui des injonctions toutes les semaines. Alors, on a un dialogue, je trouve qu'il y a eu d'ailleurs un dialogue plus nourri. Mais ce dialogue, c'est pas simplement d'être informé la veille de la décision du lendemain. Ça vaut pour les SAD, etc. On m'a téléphoné, on m'a dit, voilà, ça va passer à 22 €. Ben, je suis content, on va revaloriser les salaires. Ben, on peut peut-être en parler un tout petit peu avant. Donc, la capacité à faire, il faut vraiment qu'elle ait été démontrée pendant cette crise par toutes nos collectivités. Maintenant, on a ce travail ensemble de coordination meilleure et de savoir quel est le bon échelon pour agir. La question de fond de la présidentielle, c'est celle-là. Nous devons définir département, région, département, commune, le bon échelon pour agir. Moi, ce que j'attends du chef de l'État, ce que j'attends du gouvernement, c'est qu'il assume ses missions régaliennes et qu'il les assume pleinement. Et qu'ensuite, il laisse du souffle et de la respiration à nos territoires, qu'il reconnaisse la diversité comme une chance. On ne va pas traiter les problèmes des Hauts-de-Seine ou de Paris comme celui de Marigny-le-Caouet. Il y a une diversité territoriale, il y a une diversité de situations, et je pense que la reconnaissance de la diversité, c'est une prise en compte pour l'avenir des besoins et de l'aspiration de nos compatriotes. Puis n'oublions pas une chose, on est face à une accélération non seulement des déceptions, mais une accélération des défis qui sont devant nous. La crise a accéléré les mutations, elles sont climatiques, le débat sur l'eau, il est central. Il est central, plus d'eau. On l'a vu avec la loi climat, on ne sait même plus où on va construire demain. Est-ce que c'est le bon schéma de continuer à densifier les villes au nom de l'extension sur le terrain? Moi, je dis, il y a des interrogations de fond, parce que la densification, les gens n'en veulent plus. Le phénomène métropolitain, les gens... On continue de construire, on fait moins d'étages. Au motif qu'il y a du logement, c'est le même raisonnement que dans les années 60. On s'aperçoit que la violence se développe un peu partout. Donc il y a quand même une réflexion de fond, surtout qu'il y a une aspiration à la qualité de vie. Edgar Morin en parlait. Elle est centrale, cette aspiration-là. La jeune génération qui arrive, c'est plus nous qui était la génération croissance. Aujourd'hui, quand l'enfant arrive, ils veulent pas qu'il soit, ils veulent qu'il soit dans un environnement sain. Ils veulent, la question de l'alimentation va devenir centrale aussi. Elle est centrale. Qu'est-ce qu'on va manger? Dans quelle vie on va vivre? Comment va vivre nos enfants? La révolution numérique. Quel service public nouveau nous allons apporter avec la révolution numérique et le risque d'électronisme? Le besoin en même temps qu'on se globalise de proximité qui s'exprime sociologiquement. Ces défis-là, je le dis, et je le dis à tous les candidats à la présidence de la République future, ce défi-là, il ne se réglera pas sans une étroite coopération entre les élus locaux qui sont au cœur de la démocratie française et sans la stratégie nationale qui doit évidemment garder tout son sens et redonner du sens. Dans le brouhaha qu'on a en ce moment et dans la désespérance, la responsabilité qui est la nôtre, c'est de conduire la haute fonction publique et le gouvernement à retrouver du sens dans l'action publique, redonner du sens et redonner le droit d'agir et les moyens d'agir. On est corseté. Et je vous le dis, si on ne revoit pas la question fiscale, c'est-à-dire celle de l'autonomie fiscale, on va devant un mur. Moi, au nom des départements, j'arrête, mais laissez-moi, si vous m'avez invité, vous dites 3 trucs. En plus, comme c'est ma première sortie devant les régions, ça me fait tellement plaisir. Dites-vous bien une chose. Aujourd'hui, tout notre avenir dépend des droits de mutation, de la vitalité des droits de mutation. Les droits de mutation, ça marche. Les gens sont revenus à la campagne. Est-ce que l'exode urbain qu'on constate sera périphérique ou sera plus profond? En tout cas, je vous le dis, si les droits de mutation s'effondrent comme on l'a connu en 2008 ou même s'ils baissent, tous les départements de France seront en faillite. Tous. Entendez bien. Donc cette question va être centrale. Donc moi je le dis, vraiment je renouvelle l'invitation. Mon vœu, c'est qu'on parvienne, même si on a des divergences d'approche, il ne faut pas se les cacher entre régions, départements, la question de l'eau, la question de la proximité, la question des stratégies. Il faut qu'on le redéfinisse tous ensemble, de manière engagée, et qu'on ait ce courage de l'aborder aussi entre nous, pour ne pas laisser d'autres décider à notre place. Et ensuite, moi, je souhaite, je le dis au maire de France, je le dis à Renaud, je le dis à Carole, je le dis au président du Sénat, moi, mon rêve, c'est qu'on parvienne, dans les 3 mois qui viennent, à redéfinir ce périmètre,
redéfinir ce périmètre, le bon niveau pour agir, et pour agir tous ensemble dans le respect. Vous savez, la démocratie, elle ne marche que s'il y a du respect derrière. Respect des citoyens, respect des institutions, respect des collectivités locales. Donc moi, j'espère que dans 3 mois, on sera tous les 3, avec l'ensemble des forces conseillères régionales, conseillères départementales, maires, conseils municipaux, pour dire aux candidats, voilà la France que nous voulons pour demain, pour mieux réussir et être aux côtés de nos compatriotes qui se désespèrent, à qui nous avons la responsabilité de redonner espoir. Monsieur Léniel, du coup, pour conclure très rapidement, pour que Monsieur Larcher puisse enchaîner. Merci. Je vais essayer d'être très rapide. Je porte 35 000 entités, c'est-à-dire les communes de France. Donc, mais rassurez-vous, je ne vais pas faire la proportion par rapport aux 100 départements ou aux quelques dizaines... 102, pardon. Bien. Non, simplement, puisqu'on me demande de conclure, ce qui est un bien grand mot, on ne conclut pas à ce stade. Je crois que nous sommes dans une crise de civilisation, qu'il y a de plus en plus de déshumanisation ressentie par nos concitoyens. Et la première réponse à nos concitoyens en matière de déshumanisation, c'est la proximité. Ils l'ont tellement bien compris que dans tous les sondages, dans toutes les études, qui arrivent en tête des gens en qui nos concitoyens ont confiance, les élus locaux, d'abord les maires, justement parce que c'est les plus proches, puis ensuite les départements et les régions. Ils ont confiance parce que nous sommes à portée, comme dirait Gérard Larcher, d'engueulade, pour ne pas dire de baffe, parfois malheureusement. Donc, cette proximité, elle est essentielle. Aujourd'hui, nous avons une recentralisation massive. Il y a une nationalisation de nos ressources. L'État a le quasi-monopole de la distribution de l'argent public pour les collectivités territoriales. C'est le contraire d'une situation de liberté. Il faut donc une grande loi de liberté locale. Et les candidats qui oublieraient que cette grande loi de liberté locale, c'est elle qui va structurer l'avenir de notre pays, se tromperaient profondément. Je crois que nous avons déjà travaillé. On ne part pas d'un terrain vierge. On a déjà sorti, au nom de Territoires Unis, un certain nombre de documents. On les a transmis. Nous n'avons jamais eu la moindre réponse concrète de la part de l'État aujourd'hui. Ça n'est pas possible que cet État continue soit à chercher à diviser pour régner, soit au contraire à ne pas nous prendre en considération. Il faut la confiance. Et je terminerai par une phrase. François Mitterrand avait dit au moment des lois de décentralisation de 1982, il a fallu des siècles de centralisation pour que la France se fasse. Et il avait ajouté, il faut maintenant la décentralisation pour éviter qu'elle ne se défasse. Eh bien, mes chers collègues, nous en sommes là. Merci, messieurs. Merci beaucoup.